Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de Laval et compagnie. Chaque semaine à l'émission, on vous présente l'actualité lavalloise du point de vue communautaire, social, culturel, politique, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. L'actualité ne fait jamais relâche chez lui non plus. De l'Écho de Laval, Ghislain Plourde, bonjour. Bonjour, Éric. Grosse semaine? Oui, puis une grosse primeur de l'Écho de Laval concernant ce centre de commerce international chinois. Là. C'est là où il y avait l'ancien cinéparc sur le bord de la 15, c'est ça? Exactement, aux abords de l'autoroute 15, le site, le terrain qui est propriété du groupe Montoni, donc viendrait s'établir chez nous ce centre, en fait, de commerce international dans lequel serait intégré également un projet résidentiel de plusieurs centaines de maisons. Donc, ça serait un Chinatown, littéralement. Tout à fait, tout à fait. Et à proprement parler, là, on ne parle pas d'un centre commercial comme on en voit, là, mais plutôt d'une place où les industriels vont pouvoir, évidemment, faire des échanges directs avec des commerçants chinois, ce qui va éliminer, évidemment, les délais, les barrières tarifaires et douanières. Donc, et créer de l'emploi, j'espère. Et créer de l'emploi, oui. Les entrepreneurs chinois ont promis d'abord, dans leur première année d'arrivée, d'apprendre le français et d'offrir au moins 1000 emplois aux Québécois. Donc, c'est tout un projet, un méga projet qui sera officiellement là, confirmé dans les prochaines semaines, ici même à Laval. C'est une belle primeur, ça. Oui. Recours collectif contre l'ex-maire Vaillancourt. Oui, c'est un Lavallois qui a décidé de demander aux tribunaux cette requête en recours collectif. Elle sera étudiée et on en connaîtra la décision des tribunaux dans les prochaines semaines. Mais en gros, on veut, en fait, retenir ou ravoir les sommes d'argent qui auraient été investies là, dans des octrois de contrats municipaux. On reproche à l'ex-maire, mais également à 2 anciens fonctionnaires et à 4 firmes de génie d'avoir conspiré, d'avoir comploté et d'avoir fait, évidemment, de la collusion. Mais est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce qu'on est capable de chiffrer ça? Oui, en fait, la requête est assez claire, elle est précise. On réclame à l'ex-maire Vaillancourt 2 millions de dollars. On réclame aux anciens cadres Claude Deguise et Claude Asselin 500 000 $ chacun. Et aux firmes de génie visées, on parle de Cima Plus, de Génivard, de Desso et Decom, 5 millions pour chacune des firmes, un total de 23 millions qu'on espère recouvrer, qui sera versé dans un compte qui servira en fait à mettre sur pied là, des projets publics ou encore à offrir des services publics pour les Lavallois. Bon, il va falloir suivre ça. Et puis la dernière, mais non la moindre des nouvelles, il y a le changement de garde au Cosmodome. Oui, tout à fait. Le Cosmodome qui, dès la mi-janvier, aura un nouveau directeur général. Il s'agit de Marc Deblois, qui était jusqu'à tout récemment à la ville de Laval. Un changement qui sera profitable pour l'organisation. M. Deblois a évidemment de très grandes compétences en administration. Il s'occupera des affaires courantes, des affaires administratives, tandis que Sylvain Bélair, qui est l'actuel directeur général, devient DG associé, lui, au développement scientifique et éducationnel. C'est véritablement la branche de spécialisation de M. Bélair là, qui va permettre, évidemment, d'amener de nouveaux projets du côté du Cosmodome. Ça va en prendre, parce que ça a un peu plafonné au cours des dernières années. Oui, on a, en fait, depuis 2 ans, là, on a revu la mission du Cosmodome et depuis ce temps, disons que les foules accourent du côté du site. Plus de 100 000 visiteurs dans les 2 dernières années avec la mise en place de missions virtuelles. Et là, on veut rénover, si vous voulez, la portion camp spatial canadien, notamment la grosse navette qui se trouve à l'intérieur. Donc, M. Bélair a beaucoup de pain sur la planche. Il est, je vous dirais qu'il est très passionné par son métier. Ce sera surveillé dans les prochaines années. Bon, j'aime ça, c'est fini avec une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. On suit l'actualité dans l'Écho de Laval au cours de la semaine. Il y a tous les collaborateurs. Tout à fait. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis, des infos fraîches tous les jours sur notre site web, l'échodelaval.ca. Merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir.
L'hiver, c'est pas le temps de rester en cabané. Il y a trop de beaux sports et de belles activités qu'on peut pratiquer. Et justement, Sarah Bibeau est avec moi aujourd'hui pour nous parler des activités qu'on peut pratiquer à Laval pour se changer les idées pendant Noël. Oui, donc Et pendant le temps des fêtes ou pendant l'hiver en général, parce que souvent, au temps des fêtes, les parents prennent 2 semaines de congé, 1 semaine, les enfants sont en vacances. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on fait et je suis là pour vous aiguiller à T'es là travers... pour nous sauver, Sarah. Oui. Et je reprends le slogan de Tourisme Laval qui dit donc « À Laval, il y a plein d'affaires à faire ». Et c'est un beau slogan parce que c'est vrai, c'est très vrai. Donc, on débute à l'instant avec les sports. Donc, la première catégorie pour les amateurs de sensations fortes. Comme moi, hein? Oui, comme Sarah? Amélie. Donc, on discutait tout à l'heure. Amélie n'aime pas vraiment les sensations fortes, mais tout de même pour ceux et celles qui désirent. Oui. En avoir. Alors, on débute à l'instant avec MyVaSurf. Donc, MyVaSurf a été très popularisé et très médiatisé au courant des dernières années. Donc, juste pour vous le rappeler, c'est à Laval. Donc, c'est un attrait touristique qu'on a ici dans notre chère ville de Laval. Il s'agit d'un simulateur de vagues intérieures pour faire du surf. Donc, c'est pour tous les de grands, petits et grands. Donc, tout le monde peut y aller. Il suffit seulement d'avoir une bonne condition physique, c'est-à-dire pas d'avoir un bras cassé et d'une jambe dans le plâtre. Là. C'est un petit peu plus difficile, mais pour tous ceux et celles qui désirent en faire, ils offrent un petit cours de formation à la base et puis ensuite, ils nous laissent essayer sur la grande vague le Flow Rider, comme ils appellent. Flow Rider. Je connaissais pas ça. MyVaSurf. Maintenant, SkyVenture. Oui, j'ai juste oublié de mentionner quelque excuse-moi. chose. Donc, tous les détails pour les endroits les sites Internet apparaîtront en bas de l'écran, ainsi que les numéros de téléphone. Donc, on poursuit avec SkyVenture. Oui. Donc, SkyVenture, c'est aussi une grosse attraction qu'on a dans notre belle ville de Laval. Donc, c'est le seul simulateur de chute libre intérieure, et ce, au Canada. Donc, ça s'adresse aux petits et aux grands, seuls, en groupe, en famille ou entre amis. Tout le monde sont les bienvenus. Je pense que tu en as déjà fait, d'ailleurs. Ça, j'en ai déjà fait en Malaisie, d'ailleurs. C'est assez glamour de dire Tranche ça comme de ça. vie. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai fait en Malaisie, moi, mais bon, c'est Alors, correct. pour SkyVenture, on poursuit avec un nouveau centre. Ça, c'est ma découverte de la semaine. Donc, le trapèze Le Voltigeur. Je ne savais pas qu'on avait un centre de trapèze à Laval. Non. Donc, ils offrent des cours de tous les niveaux pour ceux et celles que ça intéresse, ou sinon, juste... côté récréationnel, donc pour des gens qui ont juste envie d'aller essayer pour 1 heure ou 2. Donc, le trapèze, on peut aller en faire et c'est quand même beaucoup de sensations fortes quand on fait du trapèze. Oui, tout à fait. On poursuit avec Action 500, karting et paintball. Oui. Donc, il s'agit du plus grand centre de karting intérieur et de paintball intérieur au Canada. Donc, il dispose de 5 terrains de plus de 73 000 pieds carrés sur lesquels on retrouve plein d'appareils, donc des étages, une forteresse, un autobus qu'on peut jouer au paintball à travers tout ça. Et puis le karting, donc côté karting, il s'agit des karts les plus puissants au Canada. Et c'est la plus grande piste intérieure en Amérique du Nord. C'est où exactement, ça? C'est situé sur la 440. OK. Donc, plus de détails, le site Internet apparaîtra en bas de l'écran. Excellent. On poursuit les amateurs de plein air. Alors, on a le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, la réserve faunique, un traditionnel à chaque année. Possibilité de faire du ski de fond, de la raquette sur les 3 pistes qui totalisent 13 km et qui sillonnent la rivière et les îles. Donc, il y a une patinoire en rive et des glissades sont accessibles pour tous, et ce, gratuitement. Ah, c'est bien. On ça. poursuit pour les amateurs du plein air, donc le Centre de la Centre de la nature, nature. un autre classique traditionnel des Lavallois et Lavalloises à chaque année. Donc, le sentier de marche, environ 5 km de sentier pédestre. Il est possible de patiner aussi sur le Grand Lac. Possibilité de faire du ski de fond sur le réseau de 5 km également. Ils offrent des initiations au ski alpin pour les jeunes de 5 à 8 ans. Et la boutique de location fournit tout le matériel. Donc, il n'est pas nécessaire de s'acheter une nouvelle paire de patins là, pour profiter de la glace et des activités au centre de la nature. OK. Tu as dit 5 km de marche. J'imagine que Oui, bien, c'est les un coureurs sentier. peuvent aller courir là aussi. Là. Oui, c'est pour la marche. Moi, j'aime bien la course. Oui, donc un petit jogging léger. Oui, là, OK, il y a de la OK. place pour tous, donc pas de Excellent. problème pour ça. Parfait. On poursuit. Donc, on a beaucoup de boisés à Laval, dont le bois de l'Équerre, boisé Papineau, le bois du Vernet, le bois Sainte-Dorothée. Donc, pour la marche, observation d'oiseaux, raquettes, ski de fond, il faut aller voir sur les sites ou téléphoner directement au boisé pour avoir plus de détails. On poursuit donc les patinoires extérieures de quartier. Il y en a beaucoup dans tous les quartiers. Donc, vous pouvez trouver la liste des patinoires extérieures sur le site de la Ville de Laval. Donc, il y a une section où on peut cliquer et on peut faire une recherche par le code postal aussi. Il va y avoir la liste de toutes les patinoires extérieures disponibles. On a un club de motoneige à Laval. Oui. Club de motoneige, donc...
pour les Ça, non, c'est intéressés. pas ma Donc, pour les T'aimes ça, la motoneige? J'en ai jamais fait vraiment. J'en ai déjà fait, mais c'est pas ma spécialité. OK. Alors, vite, en terminant, Oui. on a également un club de ski de fond. Il s'appelle les Coureurs de Boisé. Plus de 2500 membres dans le groupe. Donc, les gens apprécient faire du ski de fond en groupe pour ceux et celles qui n'aiment pas trop être solitaires. En terminant, pour les frileux, activités à l'intérieur. Donc, on a le centre Acrosport Barani, le centre de trampoline E-Saute, le centre qu'on a parlé la semaine dernière avec notre invitée Nathalie Lundquist. Et en terminant, nos fameuses arénas de quartier qui arrangent leurs horaires habituellement pour la période des fêtes. Donc, ils offrent plus de temps de patinage libre pour les familles. Bien, merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir. On n'a plus d'excuses, là. On a plein de choses à faire cet hiver. Cette année aura lieu, et ce pour une 7e édition, la course la plus inusitée du temps des fêtes. Pour nous en parler, nous recevons Claudine Prudhomme et Alain Bouliane. Bonjour, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour. Je vois avec vos trucs que vous êtes dans l'esprit du temps des fêtes. Il faut savoir que cette course-là, c'est la course des Pères Noël. Et vous êtes, vous bénéficiaire, et vous, vous êtes l'instigateur de cette course-là. Oui. C'est l'édition numéro 7. Parlez-moi des 6 premières, et c'est parti d'où cette idée-là? C'est parti d'une course. J'étais seul dans ma voiture, puis soudainement, il y a un Père Noël, mon vieux Père Noël, qui est passé à la course. Puis je me suis dit, ouais, j'ai dit ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait que de fil en aiguille, j'ai des copains qui se sont joints à moi, des amis, puis perplexes, je dois dire. Oui, ben oui. Puis de fil en aiguille, on était 10, 20, 50. L'année passée, on était 100. 100 participants. 100 participants. Il y en a un peu partout de ces courses-là à travers le monde, j'en vois. Mais le critère pour participer à cette course-là, c'est juste d'être habillé en Père Noël? Juste d'être habillé en Père Noël, puis d'amener leur bonne humeur. Oui, bien sûr. Puis il n'y a pas de standard en tant que tel. Quand on décide de faire la course, il n'y a pas de qui est premier, qui est arrivé dernier. C'est à la bonne franquette, comme on dit. Là. Puis vous, Claudine, vous êtes celle qui bénéficie indirectement avec votre association des retombées économiques de ce magnifique événement. On parle de l'AQEM. Et l'AQEM, c'est? L'AQEM, c'est l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique. L'encéphalomyélite myalgique est plus connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Alors, c'est une association qui vient en aide aux gens atteints de syndrome de fatigue chronique. On essaie d'aider les gens qui sont dans la maladie de ce problème-là. Et puis, on essaie aussi de faire reconnaître cette condition médicale-là au niveau du corps professionnel médical. C'est pas reconnu encore? C'est reconnu, mais c'est difficile encore par des médecins de bien comprendre le syndrome de fatigue chronique. Parce qu'on le diagnostique difficilement? On le diagnostique mal. On le diagnostique souvent par problème psychiatrique, très souvent. Alors, les gens, souvent, les professionnels médicaux croient que c'est au niveau psychiatrique et non, c'est vraiment une condition médicale bien prouvée. Donc, c'est vraiment physique à ce moment-là. C'est très physique. Des problèmes immunitaires, des problèmes au niveau cardiaque, des problèmes au niveau de l'énergie qu'on doit produire au niveau de nos cellules à la base. Alors, c'est vraiment un problème très physique. Puis c'est quoi la différence entre le syndrome de la fatigue chronique et la fibromyalgie? Parce qu'il me semble que c'est pas mal la même chose, non? Il y a beaucoup de gens, de médecins, etc., qui vont mettre les deux dans le même paquet. Fibromyalgie, on a beaucoup plus de douleurs associées et très souvent, les gens atteints de fibromyalgie vont avoir un peu plus de fonctionnalité quotidienne. Okay. Comparativement aux gens atteints de syndrome de fatigue chronique, oui, il y a de la douleur au niveau du syndrome de fatigue chronique, mais ce n'est pas le symptôme principal. Le symptôme principal, et je dirais même pas que c'est la fatigue que les gens vont avoir après une journée de travail ou suite à un rhume ou quelque chose, c'est une fatigue, un épuisement. C'est que les activités quotidiennes sont vraiment... Ça le dit, de toute façon, c'est chronique. C'est chronique, oui. D'ailleurs, si vous voulez avoir des détails sur, justement, l'association, donc l'AQEM, il y a l'aqem.org. Sinon, il y a un numéro de téléphone, il va apparaître au bas de l'écran, c'est le 514-369-0386. Puis sinon, il y a une ligne 1-800 qui est le 1-855-0386.
1-855-369-0386. J'en avais sauté 3. Moi, je suis dyslexique. Excusez-moi. Mais la course des Pères Noël, comment vous êtes-vous liés dans cet événement-là? Bon, on est des amis. Hein? Ouais, c'est comme on est des amis de bonne date. Puis, de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas? Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Ouais. Fait qu'on invite tout le monde, jeunes et moins jeunes. Oui, ça va de quel âge à quel âge? Jeunes et moins jeunes, de tout petits. On peut le marcher, si on veut. On ne peut pas nécessairement le courir, on peut le marcher. Puis, quand on est en forme. Il y a des enfants en poussette qui viennent, les Oui. parents poussent les enfants. Oui. Il y a des chiens déguisés en Père Noël, c'est en bon. laisse. Alors, doit en être un bel laisse, c'est événement. important. Ça doit être un bel événement, par exemple, aussi pour les spectateurs, de voir tous ces Pères Noël. Il y a de l'effervescence. Je vais vous dire que je pense que les adultes sont quasiment plus énervés, je dirais, que les moins jeunes. Je peux comprendre. Parce que c'est vraiment... Ça va chercher tout le monde. Est-ce qu'il y a encore de la place pour s'inscrire? Effectivement, En ce moment, oui. on n'a pas de chiffre magique, là, comme on dit. Là. On vous invite vers... Le départ est à 1h, le dimanche, le 15 décembre. Puis on vous invite à vous présenter vers 11h30 midi. Puis il y a toujours de la place, il y aura toujours de la place. Ça coûte quoi, 10 je pense, pour s'inscrire? C'est bien ça. Tout l'argent va à la CAM. Effectivement. Puis si vous en avez eu 100 l'année passée, cette année, vous visez quoi de Père Noël dans votre course des Pères Noël? Là, un chiffre conservateur, là, je pense qu'on est pas loin de 200. Pas loin de 200? D'après moi, on devrait être 200. On a déjà une 135 peut-être d'inscrits sur notre page Facebook, parce que la page Facebook Aussi, OK. de la course des Pères Noël au profit de la CAM. Alors, il y en a déjà 130, mais on sait qu'il y en a qui ne sont pas inscrits sur la page qui vont venir. Alors, puis il y en a qui sont inscrits, puis il y a plus qu'une personne qui va être là. Alors, c'est sûr qu'on va probablement être proche du 200. Je vais aller faire un tour, je vais aller vous voir. Ah! Ouais, je ne peux pas courir, là, j'ai eu un petit accident, mais au moins je vais être là. Très gentil. Je vais aller vous appuyer. Donc, c'est la 7e édition de la course des Pères Noël au profit de la CAM. Dimanche 15 décembre à compter de 13h. On se présente à l'école Claire-Matin à Saint-Eustache. Bonne 7e édition. Puis bravo pour cette belle initiative. Merci. La vie artistique foisonne à Laval et à chaque année, on décerne 2 prix. L'un à un artiste et l'autre à une œuvre. Et pour nous en parler, il est notre grand ami à Laval et compagnie et grand amoureux des arts, Jean-Jacques Lapierre. Bonjour, C'est Jean-Jacques. un grand plaisir, M. Rémy. Ça fait combien de fois là, qu'on se voit, nous autres? vous? Ben, je pense que c'est la sixième reprise pour parler de choses et d'autres. Mais j'aime vous entendre parler à la fois de politique et de culture. Oui. Et particulièrement, ce prix-là, je le trouve magnifique. Ah, c'est un prix extraordinaire. Quand on dit, ce sont 2 prix d'excellence, d'abord, pour honorer les artistes. Souvent, les artistes... C'est des artistes d'art visuel, à ce Ben oui, moment-là. en art visuel, oui. Oui. En art, il y en a un, le coq d'art, c'est la personnalité culturelle. Le coq d'art ART, hein, il faut bien dire coq d'art ART. Alors, c'est la personnalité culturelle, disons, qui va se faire remarquer, qui va faire rayonner la ville, qui va faire rayonner le travail qu'elle fait, qui va faire rayonner les artistes. Donc, Alors, c'est toujours, bien important. bien sûr, c'est un Lavallois ou une Lavalloise à ce moment-là. D'une façon générale, oui, sauf que je vais avoir à l'occasion une exception. Une personne de l'extérieur qui travaille à Laval, ça peut arriver à l'occasion qu'on peut faire honorer une personne comme ça, qui mettons, une personne de Rosemère, qui est ici à Laval, puis qui a fait un travail extraordinaire. Alors, cette personne-là, on va l'honorer d'une façon Le particulière. trophée est très beau, mais le prix aussi, est-ce qu'il s'associe de d'autres choses? C'est quoi le prestige d'avoir ce coq d'art-là? Bien, tout d'abord, le fait d'être à l'émission, d'en parler aujourd'hui aussi. Ensuite, nous publions dans les journaux locaux les photos. Ensuite, bien, disons que nous produisons dans le calendrier des peintres de Laval, nous honorons un petit peu ceux qui ont été gratifiés de ces prix-là. Et comment ça se choisit quelqu'un qui reçoit un coq d'art? Ah, le coq d'art. Le coq d'art, d'abord, moi, je regarde un petit peu dans la ville, j'essaie de voir un petit peu des personnalités qui s'illustrent, par exemple, pour le coq d'art. Les personnalités qui s'illustrent. Alors, je demande à mes amis, par exemple, j'ai Glissier avec qui est un de mes complices. Alors, d'autres personnes qui sont bien impliquées dans les arts. Quelles sont les personnes qui, vraiment, là, qui méritent... Oui, qu'on fait quelque chose. Qu'on fait quelque chose d'important. Alors, là, on commence à faire la liste. On arrive avec peut-être 10, 12 personnes. Et
puis là, on se consulte encore un petit peu tout On le long. délibère. On délibère. Ah oui, on délibère. Et ensuite, on choisit. Ah oui, et c'est très facile. C'est Ouais. très facile. Finalement, le choix est évident à chaque fois. À Ouais. chaque fois. Écoutez, pas cette année, mais disons qu'il y a 2 ans, j'avais M. Umberto Bruni. M. Umberto Bruni vient de fêter son 99e anniversaire. C'est un artiste peintre. C'est un peintre connu internationalement. Il est bon. Il est bon, puis c'est un être extraordinaire qui a fait rayonner la culture à Laval. 2012, c'était qui? 2012, c'était Mme Lorraine Desmarais. Ah, Lorraine grande Desmarais, pianiste la grande pianiste. de jazz. Écoutez, elle et Oliver Jones, à un moment donné, dans la province, à un moment donné, ils nous font honneur partout. Puis là, actuellement, elle vient de faire une série de concerts, et puis elle va être à la Saint-André-Mathieu au mois de février, je crois que c'est le 20 février. Alors, elle va être à la Saint-André-Mathieu. C'est une artiste extraordinaire qui m'impressionne toujours. D'abord, comme personne, sa personnalité. Il faut voir Mme Desmarais. D'abord, elle fait peut-être 30 ans plus jeune que son âge. Hein? La garde jeune, sa garde jeune. Puis elle est bonne aussi, c'est extraordinaire. Elle fait parler son piano. Et en 2013, qui l'a eu, ce coq d'art? C'est Mme Yolande Lapalisse-Dano. C'est elle qui a fondé le calendrier des Peintres de Laval. C'est elle qui avait parti ça lors du 250e Oui, anniversaire. de la paroisse de Sainte-Rose, c'est ça? De Sainte-Rose, c'est ça. OK. Et puis qui a fondé aussi le Rosard. C'est un groupe d'artistes qui a été très, très impliqué. Donc, Alors, ça, c'est pour l'année 2013. Puis maintenant, la main d'art. La main d'art, c'est la personne qui s'illustre dans les arts visuels. Alors, on a vu là, qu'actuellement que le coq d'art, c'était une personnalité qui s'illustre d'une façon générale. Alors, mais là, la main d'art, c'est pour un artiste en art visuel. Donc, c'est une œuvre en particulier qu'on a. Des œuvres, Des œuvres. qui s'élèvent. Par exemple, cette année, nous avons M. Georges Edouard. Georges Edouard, c'est un artiste qui est connu, qui expose partout dans le monde, qui expose à Paris, qui expose un petit peu dans le monde. Mais c'est un gars charmant pour ça. C'est un gars avec une personnalité, puis c'est un bon peintre. Il fait des sujets, il va peindre des sujets que les gens aiment. C'est un professeur aussi émérite dans les arts visuels. C'est un homme extraordinaire à ce niveau-là. Et puis l'an passé, j'avais Lionel Laurenceau. Oui. Lionel Laurenceau, c'est un artiste peintre aussi qui est connu internationalement. Il est d'origine haïtienne. Il va exposer un peu partout dans le monde encore. Mais c'est un artiste qui demeure ici à Laval, à Fabreville. Alors, c'est un bon artiste. Bon, ben voilà que l'annonce est faite pour les prix 2013. Ben oui, Puis on ben se oui. prépare pour 2014. On se prépare pour 2014. Déjà, à un moment donné, je commence à avoir des bons artistes. J'en ai... Est-ce qu'on peut 5, donner 6 sur justement est-ce qu'on peut donner sa candidature en fait? oui, on peut me le donner. Mais, vous savez, d'une façon générale, je fais attention. Parce que quelqu'un essaie de faire la promotion d'un artiste, il faut vraiment le mériter. Même une année, je n'ai pas donné la main d'art parce que je trouvais que cette année-là, il n'y avait personne qui s'était illustré d'une façon particulière. Mais là, maintenant, des artistes ici à Laval, j'en ai tellement. Il y en a des artistes, M. Rémy, des artistes, on a des bons artistes à Laval. Il est convaincu. Jean-Jacques, merci beaucoup de nous c'est un avoir grand parlé plaisir. de ces 2 prix-là, puis on va se revoir en 2014, c'est sûr. Sûrement, avec plaisir. Merci, Jean-Jacques. Merci. Le 10 novembre dernier, nous recevions à l'émission la députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx, qui est venue faire une chronique sur le travail de député à Québec. Eh bien, elle est de retour aujourd'hui pour la deuxième partie de sa chronique, mais qui porte surtout maintenant sur le travail de député, mais en circonscription. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Eh bien, le temps passe trop vite avec vous. Vous n'aviez pas eu le temps de terminer votre chronique la dernière fois. Alors, nous voilà aujourd'hui en circonscription. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et voilà, comme je vous avais dit, un député a 2 grandes fonctions. On a parlé la dernière fois du rôle du député à Québec. Maintenant, dans un bureau de comté, un député est là pour représenter les citoyens et faire le lien, bien souvent, entre les gens du comté et l'appareil gouvernemental. Alors, tous les ministères ou toutes les instances qui relèvent du gouvernement provincial, le député est là pour supporter les citoyens, mais aussi pour représenter les préoccupations du citoyen,
face à son gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez fait la tournée de votre circonscription récemment, je oui, crois, au tout mois à fait. Les d'octobre. tournées citoyennes pour être à l'écoute des gens et bien entendre leurs préoccupations. Vous savez, une journée type dans un bureau de député, c'est assez diversifié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, pas du tout. C'est toujours différent. On peut recevoir des citoyens qui se présentent directement au bureau de comté ou qui nous appellent avec une situation problématique. Et là, mon équipe se met à l'œuvre. On tente de trouver des solutions pour la personne. Que ce soit parfois des problèmes avec la CSST, des problèmes avec Hydro-Québec, des problèmes avec le service de santé. Donc, en fait, nous, on est là pour aider les gens, tenter de les aider à faire cheminer leur dossier. Et il y a aussi toutes sortes d'autres projets. Les gens dans la collectivité, les groupes, les organisations qui ont des projets font appel à leur bureau de député pour voir comment ils pourraient déployer un projet, comment ils pourraient être supportés dans leur projet. Et moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est toujours plus intéressant de travailler collectivement des idées ou des projets. On peut bien, tout seul dans son coin, penser à une idée qu'on trouve intéressante à mettre en place. Mais moi, j'ai toujours ce réflexe de dire, c'est intéressant. Il y a un autre organisme qui m'a parlé de quelque chose et je pense que vous pourriez faire des liens ensemble. Je fais les liens, c'est ma façon de faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on est gagnant. On multiplie ainsi les possibilités, on multiplie les idées aussi. Oui, c'est vrai. Et ça permet à des beaux projets de voir le jour. L'exemple que j'ai fait là-dedans, c'est, vous savez, je pense que je vous ai déjà parlé du programme musical. Le programme musical qui était en péril à Laval, c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé avec les parents bénévoles, les parents des élèves inscrits au programme, qui se sont mobilisés, qui sont venus me voir en disant, là, il faut que vous nous aidiez, le programme est menacé de coupure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils étaient déjà très mobilisés autour de cette question-là. Moi, je suis allée voir des gens dans d'autres instances, la conférence régionale des élus. Je suis allée voir l'Orchestre symphonique de Laval, qui, eux, étaient très intéressés à supporter le programme musical, puisque c'est la relève, là. C'est la relève culturelle et artistique de Laval. Donc, tous ces gens-là ont travaillé ensemble et on a fini par présenter un concert bénéfice au mois de juin, l'été dernier, au profit du programme musical. Ce sont les élèves et d'autres artistes, musiciens déjà professionnels et connus qui sont venus offrir des prestations musicales au profit du programme musical. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne initiative. Mais c'est comme ça que les choses peuvent avancer et c'est comme ça qu'on peut réussir à sortir des sentiers battus parfois, pour atteindre des solutions intéressantes. OK. Et le programme Trois Grandes Îles? Les Trois Grandes Îles, c'est un dossier environnemental important. Vous savez, ce sont 3 grandes îles et on a décidé de travailler fort au gouvernement du Québec. Le gouvernement s'est dit préoccupé par la sauvegarde de ces 3 grandes îles. L'idée, c'est d'en faire des îles protégées pour éviter qu'il y ait de la construction et qu'on perde ces îles qui sont vraiment, premièrement, ce sont des milieux humides importants. Et on travaille ça avec les différentes instances, la CMM, la Ville de Laval, le gouvernement du Québec et un groupe aussi de citoyens engagés et mobilisés qui sont là. Il y a eu une pétition déposée. Alors, quand il y a une mobilisation de la collectivité autour d'un projet, habituellement, c'est la meilleure façon d'arriver à trouver des solutions intéressantes. Laval à l'école. Laval à l'école, c'est une préoccupation que j'ai comme bien d'autres mondes. Quand on regarde notre taux de persévérance scolaire, Laval à l'école, c'est de dire, est-ce qu'on peut offrir aux jeunes la possibilité de côtoyer des gens de tous les métiers qui peuvent représenter des modèles. Donc, on est allé voir des entreprises, on leur a demandé, est-ce que vos travailleurs pourraient se mobiliser pour travailler conjointement sur des projets collectifs, sociaux, avec des jeunes des écoles, pour leur donner une motivation et leur démontrer des modèles positifs. Et bien, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, mon Dieu, vous allez devoir revenir nous voir encore une fois. Ça sera un plaisir. Le programme de soutien à l'action bénévole. En fait, le député a aussi la possibilité de soutenir les groupes et les organismes communautaires de son comté parce que les députés sont là pour travailler pour les gens, mais avec les gens. Bien, en tout cas, vous allez devoir revenir nous voir Bien, là, dans quelques semaines. Vous n'avez pas le choix, Madame Proulx. Et bien, si vous voulez la suivre sur Internet, il y a Twitter et sur son site
internet suzanneproux.org. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Que ce soit après un accident, une chute ou une opération, il est parfois nécessaire de faire de la physiothérapie. Eh bien, mes deux invités, elles se dévouent corps et âme justement pour aider leurs clients à retrouver la forme. Elles sont de Physiomédic, Estelle Pilon et Sylvie Mathieu. Bonjour les filles. Bonjour. C'est la haute saison pour les chutes, j'imagine, avec l'hiver qui est là. Vous devez t'occuper à plein. C'est le début de la haute saison. On aime Dame Nature lorsqu'elle se défoule, les tempêtes de neige et le verglas. Fantastique. Donc, nos malheurs à nous sont vos bonheurs à vous. Oui, d'une certaine malheureusement. façon. Bon. C'est ça. C'est quoi la relation qu'un physiothérapeute a avec son client ou sa cliente? Parce que c'est long, quelquefois, la physiothérapie en tant que telle. C'est une relation très, très proche. À la clinique, ce qu'on essayait de faire, c'est d'avoir tous des petits cubicules fermés, vraiment une porte, des murs, vraiment un cubicule fermé et non les rideaux pour avoir vraiment pour qu'on puisse se dire les choses qu'on a besoin de se dire. Parce que des fois, oui, c'est suite à une chute où on se blesse, mais il y a d'autres fois où c'est le stress qui cause les blessures. Et là, on va avoir la possibilité d'avoir une écoute pour que le stress tombe afin que la blessure puisse se guérir elle aussi. Et vous, Sylvie, vous faites quoi? Moi, je suis technicienne en réadaptation physique. En fait, la physiothérapie, elle est faite par deux professionnels, les physiothérapeutes qui ont fait leur cours à l'université et les techniciens. Donc, moi, qui est spécialisée en traitement. Donc, le physiothérapeute, si j'explique un petit peu ce que doit faire un physiothérapeute, le physiothérapeute va évaluer la condition globale du patient à la première visite. Donc, il va faire une analyse là, de que ce soit les muscles, les nerfs, les articulations. Il va établir un plan de traitement approprié à la condition évaluée. Et suite à l'évaluation, c'est là que je rentre en rôle. Donc, moi, je vais faire le traitement à partir du diagnostic que Estelle, que la physiothérapeute va faire en évaluation. Donc, moi, je fais les traitements. Puis on traite quoi avec de la physio de nos jours? On va traiter tout type de clientèle. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui ont des accidents de travail, d'accidents de la route. On va traiter aussi une clientèle privée qui ont des assurances ou non. Et puis, on va traiter plein de sortes de douleurs, donc douleurs cervicales, dorsales, lombaires, douleurs au niveau des articulations, toutes les articulations du corps. On peut traiter les femmes enceintes. On peut traiter aussi les bébés. Donc, oui, donc les petits bébés qui ont des torticolis congénitales ou alors qui ont une petite tête plate, en fait, qu'on appelle... C'est à la naissance ou c'est à force de dormir sur un petit oreiller que ça arrive? Ça peut être les deux, en fait. Soit que l'enfant a passé le moment de la grossesse avec la tête sur le côté. Là, la partie des muscles de gauche s'est pas développée ou inversement aussi. C'est ça. Et il sort et une partie des muscles est beaucoup plus courte que l'autre côté. Alors là, ils sortent comme ça. Mais il y a aussi les bébés qui ont une mauvaise habitude, qui dorment toujours avec la tête du même côté. Ils sont bien du côté droit, ils sont bien. Ils restent là. Alors là, ils se développent une tête plate et un torticolis. Alors ça, on aide les parents et les bébés, bien entendu. Vous n'étiez pas en kinésiologie, c'est tout ça? Oui, j'ai fait... En fait, j'avais pas assez des bonnes notes pour rentrer en physiothérapie, soyons très honnêtes. C'est extrêmement difficile. Alors, je suis rentrée en kinésiologie au départ. La kinésiologie, c'est l'étude du sport, de l'entraînement. Alors, tout ce qui est côté sportif, donner des exercices pour les sportifs, ça je m'y connais bien, ça va bien. Ensuite, j'ai fait ma physiothérapie. Là, ils ont bien voulu m'accepter. Ils se sont dit, elle pourrait être bonne finalement, mais bon. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette clinique-là, Physiomédic? La clinique Physiomédic existe depuis plus de 15 ans, mais moi, je suis propriétaire de la clinique depuis 10 ans maintenant. Et Estelle s'est associée à moi depuis 3 ans. Et si je veux un rendez-vous, est-ce que je rentre simplement ou faut vous appeler avant, j'imagine? Oui, il faut appeler avant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une prescription médicale pour venir en physiothérapie. Tout le monde est accessible sans référence médicale. Donc, c'est ça, c'est très simple. Prenez rendez-vous, c'est dans la semaine qui vient. Donc, c'est assez Ça dépend de facile. vos disponibilités, en fait. Ouais. Aussi, c'est vrai. Il faut aussi regarder dans l'agenda. Oui. C'est quoi le tarif? Parce que c'est privé, en fait. Il faut payer. Oui. En fait, étant donné on reste à Pont-Villot, c'est pas une clientèle, c'est pas la clientèle la plus riche à Laval. Alors, on essaie vraiment d'avoir les tarifs les plus bas selon ce qu'on peut avoir. Alors, c'est 65 $. Je sais normalement, en physiothérapie, ça peut osciller entre 60 à 90. Mais on essaie vraiment de rester à 65. On donne le plus de temps possible à nos clients. Souvent, c'est une demi-heure. Nous, on essaie de rallonger. On monte à 45 minutes les traitements. Alors, on est vraiment avec la personne 45 minutes. On vous
vous torture pendant 45 minutes pour que vous soyez bien ensuite. On se fait un plaisir. Alors, c'est ça, on essaie de garder quand même les tarifs bas parce que Pontvio, il y a une clientèle multiple et une merveilleuse clientèle, vraiment. Là. Alors, pour pouvoir les servir, eux, on garde les tarifs bas, mais on donne vraiment notre maximum à chaque fois. Bon, alors la clinique, elle est située sur le boulevard de la Concorde, c'est bien ça? Oui, du côté est de Des-Laurentides. On est au 205 Concorde Est. Ça se trouve être entre le boulevard des Laurentides et la 19. Bon, puis si vous voulez avoir plus de détails, il y a physiomédic aussi.ca, le site Internet. Sinon, le numéro de téléphone, il va apparaître au bas de l'écran, 450-629-8282, c'est bien ça? Oui. C'est quasiment un numéro de pizzeria, votre affaire. 450-629-8282. Sylvie, Estelle, merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir à la Vallée Compagnie. Merci beaucoup. Merci. L'auteur, compositeur, interprète Daniel Bélanger est présentement en tournée de spectacle partout à travers le Québec pour promouvoir son album Chic de ville. Et évidemment, notre chère Anne-Marie Kirouac, notre encyclopédie culturelle et du monde du spectacle, est allée voir ce fameux spectacle. Eh oui, bonjour Amélie. Bonjour, tu es une grande fan de Daniel Bélanger. Oui, quand même, il faut que je l'avoue. Ben, comme plusieurs ici au Québec, je suis sa carrière depuis longtemps. Ses albums, je pense que presque chacune des chansons de Daniel Bélanger, ou presque, est un classique. Mais c'est vrai. On a écouté, c'est des chansons qui ont accompagné notre vie, on dirait, depuis les premiers albums, Les Insomniaques s'amusent, 4 saisons dans le désordre. Ça se démode pas, c'est toujours bon. Non, c'est ça aussi. On réécoute ça aujourd'hui, puis oui, on se plonge dans une époque un peu lointaine, mais comme l'album Rêver mieux, qui a sorti il y a déjà 10 ans, on dirait pas. Et là, Daniel Bélanger qui part en tournée pour Chic de ville, un album totalement différent qu'il a sorti il y a quelques mois, Rockabilly. Rockabilly? C'est Rockabilly, oui, c'est vraiment, ça a surpris tout le monde dans le style, quoique Daniel Bélanger aime ça explorer. Il touche à beaucoup de styles, il a fait de l'électro, c'est ça, pop, il a du vu, country même, je pense. Avec l'échec du matériel, des Flabox, c'est des choses presque expérimentales, des Flabox. Ouais. Mais là, Chic de ville, c'est de la musique joyeuse. Chacune des pièces est vraiment, encore une fois, un classique. Là, cet album-là, si vous ne l'avez pas encore écouté, des pièces comme Je poursuis mon bonheur, c'est des pièces faut le redécouvrir, joyeuses. Daniel Bélanger. Oui, mais autant, c'est ça, les textes, mais la musique qui est une musique, donc, c'est ça, du rockabilly, on sent bien, une musique dansante, bien sûr. Et cette tournée-là, Chic de ville, qu'il fait, donc, avec 3 musiciens sur scène, c'est assez réduit comme ensemble. Il y a Ben Casey à la batterie, Richard Gélineau à la guitare, Michel Dagenet à la guitare et Richard Gélineau à la contrebasse. Les 3 musiciens qui sont habillés style rockabilly avec les vieux vestons et qui s'amusent beaucoup sur scène, vraiment. Là, ils dansent, surtout le contrebassiste. Mais c'est pas acoustique. Non, on peut pas dire que c'est acoustique parce qu'il y a quand même de la guitare électrique, Okay. mais une formule presque acoustique parce que contrebasse, il n'y a pas de basse électrique, c'est de la contrebasse. Et des fois, il prend sa contrebasse, il la met à l'envers, il joue, il danse. Ça, c'est vraiment le... Ah, OK, wow. Ouais, donc, il reprend bien sûr la plupart des chansons de Chic de ville et surtout, ce qui est intéressant, des chansons des autres albums, comme Rêver mieux, comme la fameuse chanson Sèche tes pleurs. Attention. Opium, on peut pas passer à côté. Est-ce qu'il a fait? Il a pas fait Sèche tes Opium. pleurs, il Mon la Dieu. présente comme quoi c'est une chanson, il s'était laissé, en bon terme, il s'était laissé parce que, bon, il l'avait joué souvent. Et là, il la reprend, mais à la sauce Chic de ville. La plupart des pièces qui sont de d'autres albums sont à la rockabilly ou un peu. Tu sais, c'est pas comme dans Rêver mieux, par exemple, il y avait beaucoup d'électro. Mais là, les pièces, comme la pièce Te quitter, Fou n'importe où, pas ce côté électro, mais ça passe tout aussi bien et on redécouvre encore une fois le génie d'écriture de Daniel Bélanger. Vraiment, moi, j'ai vu ça au Corona à Montréal. Il sera à la salle André-Mathieu à Laval au mois de décembre, le 20 décembre. Là, c'est une salle plus grande. C'est sûr qu'il se promène dans des salles. Des fois, il a fait 3 soirs au Lion d'Or à Montréal, intime. Parce que oui, comme je le disais, s'il y a juste 3 musiciens, c'est assez intime. Et c'est un show où peut-être... C'est ça que peut-être que je déplore de le faire dans des salles assises parce qu'on aurait le goût de danser pendant le spectacle. Bien, quand même, parce que le rockabilly, tu sais, c'est vrai. Quand même, c'est bon, on n'associe pas Daniel Bélanger avec un show dansant. C'est que j'ai de la misère à m'imaginer, moi, justement. Mais quand même, il me semble que tout le long, c'est un spectacle qui n'a pas d'entracte. Donc, c'est vraiment 1h30. Le soir où je l'ai vu, il a même fait un 2e rappel qui n'était pas prévu tellement que les gens en revoulaient. C'est quoi il avait fait? Il a fait Spoutnik dans un Spoutnik, mais oui. il est revenu, il dit bon, ben, j'avais pas prévu, mais il l'a fait seul à la guitare. C'était très vraiment généreux, extraordinaire. quand même. Et si vous ne connaissez pas Daniel Bélanger autrement que sur album, c'est un petit comique, lui, vraiment très drôle.
mais dans le bon sens, dans toutes ses interventions entre les chansons, il nous raconte des histoires, mais vraiment, c'est un pain sans rire, mais c'est presque aussi bon entre les chansons que pendant les chansons elles-mêmes. Vraiment, je sais que ça, il y a déjà eu un journaliste qui avait reproché à Daniel Bélanger de dire « ben là, t'es pas un humoriste, là, concentre-toi sur la chanson, arrête de vouloir faire des blagues. » Mais au contraire, moi, je trouve que ça donne un charme, puis surtout, ça nous montre un côté de lui qu'on n'a pas sur album. Quand tu vas voir un spectacle de musique, tu veux pas avoir l'album qui est joué live devant toi. Tu veux avoir quelque chose de spécial, sentir que tu es dans un moment unique avec l'artiste, que dans le fond, juste toi, ou en tout cas le public de ce soir-là peut voir. Et souvent, les chanteurs, chanteuses sont gênés, justement. Ils disent quasiment rien entre leurs chansons. Oui, bien, c'est ça. Fait que c'est le mais fun, justement. lui, non, vraiment, c'est un personnage fabuleux. Moi, ça a concrétisé encore plus mon amour de Daniel Bélanger. Bien, c'est je vous fun que invite tu à y nous en aller. parles, parce qu'on le connaît des insomniaques qui s'amusent, puis les succès du début de sa carrière, mais on dirait que là... Il poursuit sa vie. Regarde, je poursuis mon bonheur. Là, c'est la première chanson du spectacle. C'est ça. Bien, Ça parfait. décrit Donc, bien. salandrémathieu.com pour les billets pour sa venue à Laval. Le 20 décembre Et à 20h, sinon, manquez pas ben, ça. vous pouvez avoir des informations sur son album, ses albums et sa tournée, danielbélanger.com. Merci Anne-Marie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Il s'agit d'un événement assez spécial. C'est une course de Père Noël et elle nous en parle, mais d'une façon, disons, plus personnelle, parce que quelqu'un de notre équipe y a participé ces dernières années. Peggy Bellin, merci d'être là. Mille merci, c'est ta chronique. À toutes les semaines, tu nous présentes des gens qui font des choses différentes dans leur communauté. Exactement. Des personnes exceptionnelles que je veux absolument parler. Là. À vous, cher Lavallois, c'est important. Et oui, en fait, je vous parle d'un homme engagé. On le connaît beaucoup en tant qu'homme d'affaires, mais c'est un homme qui est très impliqué dans sa communauté. Oui, dans sa vrai. communauté. Et en fait, bien, il s'agit d'Eduardo D'Acosta, notre président directeur général à TVRL. Il fait la marche des Pères Noël depuis 3 ans. Il est impliqué depuis le début de la fondation de cette course-là. C'est un 5 km qu'on marche ou qu'on court. Donc, je trouvais important de souligner qu'il faisait cette marche-là. Puis, je voulais surtout avoir ses impressions, savoir en tant que participant comment ça fonctionne. Donc, voici les images que je vous ai rapportées. Eduardo, tu es un homme d'affaires super occupé, mais tu trouves le temps de t'impliquer dans la course des Pères Noël qui a lieu le 15 décembre prochain. Pourquoi tu t'impliques dans cette cause-là? C'est simple. Quand cette cause-là elle a commencé, mes petites sœurs, quand ils m'ont parlé de la course des Pères Noël, et quand j'ai vu que c'était pour la fibromyalgie, je le dis bien, oui, c'est ça. À ce moment-là, moi, j'étais suivi par mes médecins parce que j'avais des gros problèmes et on croyait que c'est ce que j'avais comme maladie. Pour un an après, apprendre que c'était pas tout à fait ça. C'était quand même grave, mais beaucoup moins pire que ça. C'était de l'arthrite rhumatoïde. Mais j'ai vraiment compris les personnes qui sont dans la souffrance à la journée longue avec ces maladies-là. C'est horrible. Et moi, heureusement, ça m'a pas affecté comme le moral, parce que ces gens-là, ils ont une fatigue énorme. Puis j'ai pas été jusque-là. Mais je comprends beaucoup c'est quoi ces douleurs-là. Et c'est quand même une maladie qui regroupe beaucoup de gens là-dedans. Puis je trouvais ça important. Puis de la manière qu'il l'avait fait avec une course des Pères Noël, je trouvais ça intelligent, je trouvais ça différent. Puis je pense qu'il faut vraiment... Cette maladie-là, c'est une nouvelle maladie qu'ils n'ont pas nécessairement découvert de remède encore. Là. Fait que si on peut faire une petite différence, bien, on va le faire, c'est évident. Donc, vous marchez pendant 5 km, mais toi, tu disais que tu avais mal, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pris de la maladie qui marchent aussi? Comment ça se passe? Ben, en fait, à Go, tout le monde, c'est extraordinaire parce que tout le monde est déguisé en Père Noël. T'as 5 km. Les enfants, c'est 1 kilomètre qu'ils font. T'as 5 km. Moi, je l'ai couru. La première année, je l'ai couru au complet. C'est quand même pas si long que ça, 5 km. Puis en même temps, c'est pas une course contre la montre. C'est un trajet, puis on y va vraiment à son rythme. Puis à un moment donné, bon, on arrête tous dans un parc, on fait des réchauffements. Mais c'est vraiment un get-together. Tout le monde se ramasse à la même place, puis on y va. Plusieurs
plusieurs gens le marchent aussi. Ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens et de voir 300, 400, 500 Père Noël dans un coin de rue. Évidemment, les gens se posent la question et ça finit par ramasser des sous. Et les personnes qui sont derrière ça, ils ont vraiment tout un mérite parce que j'ai un blanc de mémoire, comment s'appelle la dame qui organise ça, mais de la voir qui ne peut pas participer, mais de voir tous les gens participer à ça, c'est tellement touchant. Là. C'est vraiment toutes les causes sont belles, mais celle-là est différente. Donc, ça prend un costume de Père Noël pour participer, mais si on va encourager des gens à venir le 15 décembre prochain, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je pense il y a des dons qui se font. Il y a un site Internet qu'on va marquer en bas de l'écran ici. Il y a un site Internet, vous pouvez faire des dons. Sinon, quand vous venez courir, on ramasse sur le long le trajet, on ramasse des sous, puis tout le monde donne à sa manière. Il y a beaucoup de choses. On donne de l'argent pour tout, mais à un moment donné, même si on ne reçoit pas énormément d'argent, puis on fait connaître, sensibiliser cette maladie-là, parce qu'il y a bien des gens qui sont à la maison, qui ont mal partout, qui sont dépressifs, puis qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont, mais s'ils peuvent s'attacher à un lien à une maladie, au moins quand tu sais qu'est-ce que tu as déjà une bonne partie de la maladie de guérie, tu sais. Effectivement, c'est bien dit. Puis au nom de la chronique Mille merci, on trouve que tu es un beau modèle, Eduardo. Félicitations et on te souhaite bonne chance pour ton 5 km le 15 décembre prochain. Je vais y arriver. Merci. Je tiens à préciser que le costume de Père Noël d'Eduardo, c'est du Giorgio Armani quand même, juste pour vous le dire. J'en doute pas 2 secondes. Il est fait en fourrure de haute qualité. Oui, absolument. Rappelle-nous, c'est quand et est-ce qu'on peut y participer encore? Oui, il n'est pas trop tard. Ça coûte 10 $. Donc, on peut s'inscrire, évidemment. Il y a le site Internet, la page Facebook, où on peut aller voir toutes les photos de l'an dernier. Il y a même des petites vidéos. C'est super intéressant. Allez voir ça. Et, c'est à l'école Claire-Matin. Oui, Claire-Matin. Le 15, donc c'est un samedi? C'est un dimanche. C'est un dimanche, donc, c'est dimanche, le 15 décembre prochain. À compter de 13h. Exactement. T'es bien informé. Bien, je me souvenais de mon entrevue tout à l'heure. Fait que ça, c'était notre chronique cette semaine? Oui, on prend tout ça la semaine prochaine? Oui, puis j'invite les gens à m'écrire au peggy@tvrl.ca. Bon, Peggy, ça s'écrit P-E-G-G-Y. Oui, exactement. @tvrl.ca. Merci, Peggy. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. À ma chronique communautaire cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Patrice Maccabé. Il est directeur de l'Alpabem, qui est l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, ça me fait un grand plaisir. L'Alpabem, et justement, on vient en aide aux parents et amis qui côtoient un proche avec, on dit maladie ou trouble mental? Nous, on aime bien dire maladie mentale. Maladie mentale. On y va directement, on dit les vraies choses. Les gens n'ont pas besoin d'avoir de diagnostic, par contre, à partir du moment qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a des symptômes qui ressemblent, par exemple, à la dépression, la schizophrénie ou une autre problématique de santé mentale, on peut venir chercher de l'aide. Parce que c'est large quand même lorsqu'on parle de santé mentale. Alors, vous dites justement schizophrénie. Est-ce qu'on parle aussi de stress, anxiété? On va parler d'anxiété, des troubles de personnalité limite. On va parler des troubles bipolaires, le trouble obsessif-compulsif. Donc, c'est pas mal les 5 problématiques pour lesquelles on accompagne les familles. Parce que justement, c'est pas évident, j'imagine, de vivre avec une personne aux prises avec ce problème-là, cette maladie-là, disons les vraies choses. Et vous, justement, votre mère était justement prise de maladie mentale. Oui. Et étant enfant, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, les difficultés qu'on peut avoir? Bien, c'est ça, c'est dépendamment du rôle qu'on joue dans la famille. Moi, à ce moment-là, j'étais l'enfant, puis j'avais une mère atteinte de schizophrénie. L'impact sur les proches est différent. Comme enfant, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les enfants vont être stressés parce qu'ils vont retrouver leurs parents d'une façon différente. Donc, ils vont rentrer des fois de l'école, la maman va être de bonne humeur, une autre journée, elle va être en train de pleurer, l'autre journée, elle va être couchée. Donc, il manque un peu de cohérence, ce qui fait qu'il y a un niveau de stress. L'enfant ne sait jamais comment il va retrouver son parent. Pour les conjoints, bien souvent, si, par exemple, c'est votre conjoint qui est atteint de dépression, à ce moment-là, l'autre parent il a toute la charge familiale. En plus, il doit soutenir l'autre malade. Puis quand c'est les parents, bien, il y a un peu de deuil qui doit se faire par rapport à l'enfant idéal, la famille idéale.
il y a de la culpabilité aussi qui est vécue. Fait que dépendamment de notre rôle dans la famille, le proche, dépendant du proche, qu'est-ce qui souffre aussi, bien, il va y avoir des impacts différents. Et qu'est-ce que vous va apporter justement concrètement à cette personne-là? Bien, nous, comment on travaille avec les familles, donc ça peut être un parent, un conjoint, un enfant, on va commencer par les rencontrer en individuel. Donc, on leur offre un service de consultation. C'est tout à fait gratuit. Par la suite, on va évaluer les besoins. Fait qu'il y en a qui vont avoir besoin d'aller parler avec d'autres familles. Donc, ils auront accès à des groupes d'entraide. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'outils. Donc, on a une série de formations. On a 8 programmes de formation qui est adapté. Donc, si vous avez, par exemple, un fils atteint du trouble de personnalité limite, bien, il y a une formation qui dure 18 semaines, une autre formation de 10 semaines. Pour savoir comment le gérer à la maison. Bien, plus comment l'accompagner. Parce que c'est à lui de gérer ça. Oui, bien, nous, dans le fond, on va essayer de plus travailler sur les émotions, la communication. Déjà, quand la famille connaît un peu plus la problématique, va reconnaître les symptômes, va pouvoir intervenir de façon plus adaptée. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les familles. Puis, il y en a qui vont avoir besoin de répit. À ce moment-là, on va leur offrir quelques activités. Et vous êtes quand même une grosse équipe à l'Alphabem? Ça donne l'impression qu'on a une grosse équipe parce qu'on a beaucoup d'activités, mais on est seulement 6. OK. Donc, j'ai 4 intervenants, j'ai une adjointe, puis moi comme directeur. On a un conseil d'administration, des bénévoles, puis il y a des consultants externes, mais c'est quand même une petite équipe, puis on fait beaucoup quand même de rencontres. Donc, Et les gens vont chez vous quoi, une fois par semaine, une fois par mois? Ou ça dépend du besoin? Oui, bien, dépendamment de l'intensité. C'est sûr que la majorité vont venir, au début de la crise, vont venir peut-être une fois par semaine, vont participer à d'autres activités, donc ils peuvent venir 2-3 fois, là, mais en moyenne, je dirais une bonne fois par semaine. Et on peut dire, le support, est-ce que c'est à long terme ou les gens, dans une courte période, voient vraiment une différence et après ça, sont capables de gérer le problème? Dépendamment depuis combien de temps dure la crise ou la détresse, si quelqu'un est référé rapidement, puis c'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça aussi, c'est que si les gens se reconnaissent puis viennent chercher de l'aide rapidement, bien là, l'épuisement n'est pas encore installé, le niveau de détresse n'est pas encore installé, donc à ce moment-là, on peut les outiller, puis ils vont venir peut-être 2, 3, 4 fois, puis après ça, ça va être correct. Alors, si à la maison, vous vous sentez interpellé un peu par de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, il y a un proche vraiment que c'est plus difficile, bien, on peut consulter. Il y a aussi, on va en parler rapidement, il y a une conférence le 17 décembre prochain, une conférence avec Jean-Marc Chaput qui va se passer à la Cité de la Santé. C'est quoi le thème exactement? En fait, lui, il va venir faire un témoignage et une sorte de coming out. Là. Il ne fait pas ça vraiment souvent, mais il va venir parler, lui, il y a une fille atteinte du trouble de personnalité limite, donc il va venir parler de lui comme parent, des impacts, puis qu'est-ce qu'il a fait pour que ça aille mieux. Oui, c'est toujours ça. Donc, les conférences, c'est gratuit aussi à la Cité de la Santé, le stationnement. C'est disponible sur Internet aussi. Donc, si les gens veulent l'écouter à la maison, ils peuvent aussi, c'est gratuit. Dans le confort de notre foyer, rien de mieux. Et vous en offrez aussi à tous les mois des conférences comme ça gratuites? Oui, c'est toujours le 3e mardi de chaque mois à 19h. Donc, les gens vont retrouver l'information sur notre site Internet. Et le site Internet qui est? C'est difficile à écrire, mais ça va être sûrement écrit en bas, donc alphabem.qc.ca. Sinon, on peut vous joindre par téléphone également. Oui, dans le 450-688-0541. Merci, Monsieur Maccabé, merci beaucoup. Alors, pour vous libérer un peu, pour vous aider, vous consultez le site Internet ou vous téléphonez à l'Alphabem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec Nicolas Vincent Poirier, aujourd'hui, on parle d'un autre film basé sur un roman. Ça a l'air d'être la mode ces temps-ci dans le monde du cinéma. Et c'est le nouveau film du beau Jason Statham, Protection, version française du film Homefront, produit et scénarisé notamment par Sylvester Stallone. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est Sylvester Stallone qui a justement encouragé son ami Jason Statham à jouer dans le film. Parce que, bon, ça fait plusieurs années qu'il avait écrit le scénario et qu'il voulait le faire, mais bon, il y a un manque de temps aussi. Il était censé jouer dedans. Il était censé jouer dedans, mais à un moment donné, bon, rendu à son âge, ça n'aurait pas été crédible interpréter le rôle principal, disons. Avec une jeune fille aussi. C'est ça, tu sais. Je pense pas que ça aurait bien passé. Et bon, finalement, bon, il a décidé de laisser le rôle à Jason Statham. Et moi, je trouve que c'est un film très honnête. On s'en rappellera plus dans 5 ans. Ça vaut pas la peine de payer 10$ pour voir ça au cinéma. Ça révolutionne pas le monde des films d'action. Non, absolument pas, mais ça fait la job. Vous regardez la bande-annonce, ça vous intéresse, bien parfait. Parce que bon, l'histoire, on l'a toutes déjà vu. Le gars qui a un passé bizarre, qui veut se sauver de quelque chose qu'il a fait, il sauve avec sa fille dans une petite ville, un petit village, personne ne le connaît, et là, tout à coup, bon, là, il commence à avoir des problèmes, et bon. On a toutes déjà vu ce film-là 1 million de fois, mais bon, ça fait la job, c'est très divertissant pour ce que c'est, ça gagnera pas de prix, et si jamais ça gagne le score du meilleur film de l'année, il y a un gros problème en quelque part.
Puis je me demandais pourquoi ils ont décidé de le sortir à ce moment-ci, là, au milieu de tous les blockbusters au cinéma. Bien, ça, c'est un entre-deux. Tu as eu Hunger Games de quelques semaines et tu as le prochain film Hobbit dans quelques semaines aussi. Ça, c'est les deux gros. Ce film-là, il n'a pas coûté cher. Il a coûté 22 millions de dollars à faire. Et dans sa première fin de semaine, le film a commencé au numéro 5 en Amérique du Nord avec 9 millions de dollars. Ça veut dire que, bon, donne-y une ou deux fins de semaine de plus, il va redescendre au numéro 7, 8, 9 la semaine prochaine. Mais il va récupérer son argent. Puis ça, il n'est même pas encore sorti ailleurs dans le monde. Parce qu'en général, un film américain fait à peu près le même montant d'argent en Amérique du Nord que dans le reste du monde. Ça fait qu'on peut présumer qu'à travers le monde, dans la première fin de semaine, ça va être 18 millions, puis on se rapproche très vite du 22 millions. Donc, tu sais, ils vont facilement rentrer dans leur argent, je pense. OK. Donc, un film qui passera rapidement aux oubliettes, mais que c'est un bon divertissement. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant là-dedans, justement, bon, Sylvester Stallone, bon, qui a choisi Jason Statham pour avoir ce rôle-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Jason Statham, comme Dwayne Johnson, au début des années 2000, c'était comme on s'attendait à ce qu'ils soient les remplaçants des grosses stars de films d'action des années 80-90, comme Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, parce que pour plusieurs raisons, chacun de leur carrière a comme droppé un peu à la fin des années 90. Schwarzenegger, bien, c'est pas compliqué, il s'est lancé en politique. Oui. Stallone, il y a eu une série de flops. Et Bruce Willis, c'est pas nécessairement une série de flops, mais c'est plus des comédies pendant un certain temps, des suspens. Donc, est-ce qu'elle allait vraiment revenir dans les films d'action au milieu des années 2000? On ne le savait pas. Donc, on cherchait comme désespérément des nouvelles stars. Et Jason Statham, bon, il y en est une. Il s'est fait connaître dans les films d'action en 2002 avec le film Le Transporteur. Mais avant ça, est-ce que tu savais que c'était un mannequin? Non, mais tu me l'as appris tout à l'heure hors d'onde, mais j'ai pas de doute là-dessus. C'est tellement beau. Écoute, c'était un mannequin et avant ça, c'était un champion au plongeon. Il a fini comme 12e au monde en 92. Et bon, à cause de son physique, il y a la compagnie de linge French Connection qui a été le chercher pour devenir mannequin. Et plusieurs années après, Guy Ritchie, celui qui a fait le film Sherlock Holmes, mais qui s'est fait connaître pour Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 99. Ça a été un film qui a gagné une tonne de prix, puis vraiment, c'est excellent comme film. Vu que French Connection étaient ceux qui finançaient principalement ce film-là, ils ont suggéré à Guy Ritchie, hey, on a un qui pourrait être bon pour le rôle, justement, pour une espèce de vendeur de rue. Donc, Jason Statham, c'est comme ça qu'il est entré dans le cinéma. C'est spécial, ça. C'est très spécial. C'est très intéressant, cependant, en tout cas, parce que, bon, je me demandais c'était quoi l'histoire de Sylvester Stallone. Je me disais peut-être qu'il savait que ça serait un navet, son film, puis il a décidé qu'il ne voulait pas jouer dedans. Mais non, c'est pas ça. Mais en même temps, le casting est bon, parce que ce genre... Oui, il y a des bons acteurs. Winona Ryder. Oui, c'est ça. Le casting est très bon. Mais bon, en même temps, Jason Statham, si on regarde un peu, bon, ses films, t'as Le Transporteur, t'as Crank, qui sont deux bonnes franchises qu'il a faites. Il y a aussi The Expendables, qui est écrit par Stallone, évidemment. C'est des films assez intenses. Lui, il est connu pour son intensité. Et quand il se bat, bien évidemment, c'est très intense dans ce film-là. Donc, ça marche bien avec lui. Mettons qu'il ne fait pas le même genre d'action que Bruce Willis le fait, mettons. Donc, Protection Homefront en version anglaise à l'affiche dès maintenant, qu'on peut aller voir si on a un coupon rabais ou le bande spécial. Sinon, mais je dis ça comme ça, mais il y a toujours Hunger Games qui est à l'affiche et qui est excellent. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Vous voulez communiquer avec nous, nous faire des suggestions, ne vous gênez pas, il y a différentes façons de communiquer avec l'émission Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@tvrl.ca ou sur la page Facebook de Laval et compagnie. Et puis, on a eu une émission très chargée. On veut remercier nos différents invités qui se sont déplacés en studio. D'abord, Alain Bouliane et puis Claudine Prudhomme pour la 7e édition de la course des Pères Noël à Saint-Eustache pour la CEM. Il y a Mme Suzanne Proulx, qui est la députée de Sainte-Rose à l'Assemblée nationale. Il y a aussi Patrice Maccabé d'Alphabem. Jean-Jacques Lapierre, notre bon vieux Jean-Jacques pour les prix Coq d'or et Main d'or. Et il y a aussi Estelle et Sylvie Mathieu pour Physiomédic de Laval. Et nos chroniqueurs, évidemment, Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Martine Larose, Anne-Marie Kirouac, Peggy Bella et Nicolas Vincent Poirier. Recherche et coordination, c'est Manon Lemieux, notre maquilleuse, c'est Fanny. Notre belle Fanny. Il y a nos caméramans Daniel et Pascal et à la réalisation, c'est Alain P.
Ça termine l'émission. Ça a bien été. Vraiment? Avec toi, toujours. Toujours la même chose, absolument. Tellement agréable de travailler avec toi. Même affaire ici. Mais arrête, tu vas me gêner. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la rend vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci, Amélie. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.